Bienvenue aux engagés publics cette semaine. Aux engagés publics, on reçoit Gabriel Nadeau-Dubois. Salut Gabriel. Bonjour, Monsieur Martel. Monsieur Martel, on va pouvoir se tutoyer tantôt. Parfait. Si ça t'ennuie pas. Mais restez à l'écoute parce qu'on parle du printemps difficile de Québec solidaire. On parle de repas scolaires. On va parler de QS comme chien de garde. Hein? C'est le même que vous êtes. Chien de garde de l'austérité. On va parler aussi de François Legault qui se pose en super bénévole de Pierre Poilievre. La formule est de Québec solidaire. Et on va aussi parler des priorités actuelles de Québec solidaire et leur stratégie en vue des prochaines années qui vont être plutôt référendaires. Nous sommes engagés publics. Donc, c'est ça. Merci d'être présent. On a une entrevue spéciale aujourd'hui. Je suis assez excité. On a quand même... eux, ils disent co-porte-parole. Moi, je vais me permettre de dire quand même qu'on se rapproche d'un chef de parti. D'ailleurs, il va y avoir des questions sur cet aspect-là. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais vous parler de notre commanditaire. On a un commanditaire aujourd'hui. C'est pas nécessairement pour cet épisode-là. Il n'y a pas de lien entre les commanditaires et les options politiques. Vous le savez bien. Mais quand même, je voulais vous parler du balado de Copybec, Loi sur le droit d'auteur, un siècle d'histoire. C'est disponible, c'est un balado pour explorer les 100 dernières années, l'évolution de la loi sur le droit d'auteur au Canada. C'est Fernand Morissette qui l'anime. Ça donne que c'est moi qui l'a réalisé, qui l'a produit. C'est un peu hasard si on en parle ici dans le balado. Je vous invite à aller écouter cette série-là. C'est super intéressant. Donc, maintenant, Gabriel, je suis tout à toi. Merci d'avoir accepté l'invitation. Ça me fait plaisir, Denis. C'est vraiment extraordinaire. Ça fait longtemps que je cherche à avoir Gabriel Nadeau-Dubois en entrevue avec nous. On a ici. trouvé le temps. On a trouvé Me voilà, puis on a tout notre temps. C'est très apprécié. On a tout notre temps, mais on va le faire. On va essayer de booker ça à peu près 1 heure. Puis, tu sais, c'est quand même ambitieux, là, c'est optimiste, là, mon ordre du jour pour en 1 heure, ça va être un peu compliqué. On va voir ce qu'on peut faire. Donc, Gabriel Nadeau-Dubois, co-porte-parole de Québec solidaire depuis 2017, député de Gouin depuis la même année 2017. Tu as fait des études à l'UQAM. Puis là, tu pourras me corriger, là, je dis tout le temps ça sur le CV, voir si je me trompe. Tu me diras. Donc, des études à l'UQAM, baccalauréat en histoire, culture et société, ça, c'est le même exact. C'était une espèce de diplôme pluridisciplinaire à l'époque. Tu as aussi une maîtrise en sociologie. Ouais. Puis évidemment, tu es connu comme figure de proue du printemps érable. On a d'ailleurs, c'est la première fois qu'on s'était rencontrés, c'était dans le cadre, tant qu'à être dans les plugs, vous irez écouter ça. C'est un balado, ça s'appelle Épilogue, c'est sur Cube. Écoute, c'était vraiment une fierté pour nous. On avait réussi, après je sais pas combien d'années, probablement qu'on est les seuls à l'avoir fait. As-tu eu cette occasion-là de retrouver... J'ai fait une autre entrevue avec Léo Bureau-Blouin et Martine Desjardins. Je pense que c'était Le Soleil qui nous avait réunis à l'occasion des 10 ans de 2012. Donc, il y a 2 ans, dans le fond. Ouais. Donc, la fierté de dire qu'on l'a fait en premier parce que nous, ça faisait 8 ans, je pense. Quelque chose comme ça. Ouais. Mais c'est avant, je m'en rappelle, c'est avant. Ouais. On avait eu cette occasion-là. Vous aurez écouté ça à la maison, c'est disponible sur Cube. Donc, voilà. Pour ce qui est de ces aspects-là, commençons maintenant avec les différents sujets qui nous intéressent aujourd'hui. Vous avez eu à Québec solidaire dans les derniers mois des moments difficiles. Hein? Je lisais dans le journal le terme qu'ils utilisaient, c'était un printemps difficile. Je pense qu'on peut le dire. Ouais. Ça n'a pas été facile. Il y a eu le départ d'Émilise qui nous a amenés vers ce que vous avez appelé le virage pragmatique. Puis j'étais curieux que tu nous en parles d'une façon plus précise de cet aspect-là du virage pragmatique. Mais ma curiosité, puis même, je te dirais, à la limite, ma prétention, c'est de dire, ça se pourrait-tu que maintenant, il y ait un chef à Québec solidaire? Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un chef à Québec solidaire? Puis tu sais de quoi je parle? Est-ce que tu es le chef de Québec solidaire? On a deux porte-parole à Québec solidaire. Moi, je crois à cette formule-là. C'est comme ça qu'on va continuer aussi dans les prochaines années. Et de toute façon, au-delà des personnalités, je pense que ce qui s'est passé au printemps dernier, c'était un moment, oui, on va pas se le cacher là, difficile, mais c'était des débats qui étaient nécessaires. Et on les a peut-être même balayés sous le tapis pendant quelques années. Et je pense que les tourments de la dernière session, les controverses, c'était signe qu'on était dû pour avoir ces débats-là à Québec solidaire. On est un parti plein d'ambition
qu'un projet de société qui est différent de celui des autres formations politiques. On veut changer le Québec en profondeur, mais en même temps, il faut être capable de choisir nos batailles. Il faut être capable de prioriser les chantiers qu'on veut lancer le jour où on arrive au pouvoir. Et ça, c'est pas facile pour un parti qui déborde d'idées, d'énergie, d'ambition pour transformer les choses. Il faut être capable de prioriser, de choisir des batailles, ce qui implique aussi de peut-être en laisser de côté certaines. Et ça, c'est tout un défi. Mais si on veut se présenter comme alternative à François Legault, puis une alternative qui soit crédible pour gouverner le Québec dans un échéancier raisonnable, il faut être capable de faire ce travail-là comme parti. Ça fait longtemps que je dis ça. Ça fait longtemps que je le crois. Pas nouveau, là. Il n'y a rien de radicalement nouveau, mais là, je pense que je l'ai dit plus clairement que jamais au printemps dernier. Il y a des gens qui sont d'accord avec ça. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord, c'est correct, mais c'est un débat important. C'est le message que tu voulais passer à tes membres, à la base partisane de Québec solidaire. Ça n'a pas nécessairement plu. Comment vous vous en ressortez? Toi, comme leader, puis là, quand je dis leader, il faut pas revenir avec ma boutade sur le chef. Est-ce qu'il y a un chef? L'idée, c'est que tu es quand même un leader dans l'organisation. Comment vous en ressortez, Québec solidaire, suite à tout ça? Est-ce que selon toi, vous vous êtes renforcé? Est-ce que vous en ressortez affaibli? Avez-vous pu faire quelques apprentissages que vous mettez de l'avant? Ben, c'est sûr qu'à très court terme, ces débats internes-là ont pris beaucoup de place dans les médias. Puis il faudrait être mal naïf pour pas reconnaître que ça a pris... que quand on prend de l'espace comme ça pour parler de nos débats internes, c'est de l'espace qu'on n'utilise pas pour parler aux Québécois, aux Québécoises de ce qu'on veut faire. Donc ça, c'est sûr qu'on aurait voulu que ça parle autant de Québec solidaire, mais peut-être pour d'autres raisons. Ça serait niaiseux d'essayer de cacher ça. Après ça, je veux quand même insister sur le fait que malgré ces débats-là, qui ont été compliqués puis qui ont été largement médiatisés, malgré ça, on a réussi à la dernière session à réussir un tour de force. J'ai pas peur des mots. On a réussi, à partir des banquettes de la deuxième opposition, avec face à nous un gouvernement majoritaire, à obtenir la plus grande avancée pour les droits des locataires dans les dernières années au Québec. Au début de la session, quand on a lancé l'idée donc de rassembler tous les partis politiques derrière un élargissement de la loi Françoise David, qui est la loi qui protège les aînés vulnérables contre les évictions sauvages, qu'on a lancé l'idée d'un moratoire sur les évictions à grandeur du Québec, il y avait beaucoup de sceptiques dans la salle. Dans les médias, chez nos adversaires, beaucoup de gens levaient les sourcils en disant « Bon, c'est cute votre affaire Québec solidaire, mais là, la CAQ qui vient d'adopter le projet de loi 31, vous les convaincrez pas d'aller dans le sens inverse et d'aller bonifier les protections des locataires. » Et contre toute attente, malgré qu'on ait été, pendant ce temps-là, sous les spotlights pour des mauvaises raisons, puis qu'on a été en train de débattre à l'interne de manière assez tendue, malgré tout, on a été capable de livrer ce qui est une amélioration concrète. Ouais, ça a été reconnu. De la qualité de vie, pas de 2000 personnes, là, de centaines de milliers de personnes au Québec. Dans notre régime politique, dans notre système parlementaire, c'est rarissime qu'un parti d'opposition réussit à faire ça. On a beaucoup de fans de politique qui nous écoutent, Denis. Moi, je mets quiconque au défi de trouver un autre exemple d'un parti d'opposition qui fait comme ça changer les orientations d'un gouvernement aussi rapidement. Écoute, vous mettrez ça dans les commentaires sous la vidéo, peu importe tout ce que vous êtes en train d'écouter, que ce soit sur YouTube, sur Facebook. On vous invite à répondre à la question de Gabriel. Je la trouve vraiment intéressante. Par contre, puis tu sais, écoute, ça a été reconnu, cet aspect-là, puis c'est apporté à votre crédit, mais j'aimerais ça revenir un peu quand même, tu sais, closer cet aspect-là. Qu'est-ce qui va avoir changé pour la prochaine? Là, vous êtes en course, hein, d'ailleurs. Qui se présente? Ben, on a jusqu'au 15... la période de mise en candidature se termine le 15 octobre. Donc, jusqu'au 15 octobre, des femmes peuvent encore se présenter pour être porte-parole féminine de Québec solidaire. Pour le moment, c'est ma collègue Ruba Gazal qui est la seule candidate dans la liste. Mais il reste encore quelques semaines, puis on va voir où ça nous mène. Ruba Gazal, d'ailleurs, qu'on avait reçu aux engagés publics, peut-être même plus qu'une fois, si je me souviens bien. Quoi qu'il en soit, allez sur notre canal YouTube, vous allez trouver toutes les balados, tous les épisodes, dont l'entrevue avec Ruba Gazal. J'ai l'impression de faire que de la promo aujourd'hui. On est quelques-uns de Québec solidaire à être passé à ton micro. Je pense que c'est normal. Oui, il y a eu... Ben, Émilie, entre autres. Il y en a quelques-uns. Écoute, j'ai fait proche d'une centaine d'entre vous, là, juste ici, dans mon sous-sol. Fait que...
Voilà, il y en a beaucoup. Mais c'est ça, qu'est-ce qui va avoir changé? Mettons, Ruba, elle arrive, là. Ouais. Qu'est-ce qui va avoir changé pour elle, qui va faire... Parce que si on se souvient bien, tu sais, ce qui était un peu mis de l'avant, c'était que c'était difficile pour une non-élue de faire sa place au sein de l'organisation. Moi, c'est ce que j'ai retenu. Ouais. Avez-vous mis de l'avant, avez-vous eu une réflexion et avez-vous mis de l'avant des gestes concrets qui vont faire que cette personne-là va être mieux, j'allais dire onboardée, qui va être mieux accueillie, puis elle va avoir des coups des franges pour faire son travail. Je parle surtout si elle n'est pas élue. Ouais. Ben, on verra ce que les membres vont choisir. Là. Pour le moment, pour l'instant, ça va être une élue. Et député, donc c'est sûr que ça va faciliter les choses. Moi, mon regret dans toute cette histoire-là avec Émilie, c'est de ne pas avoir eu assez de temps. C'était tout un défi pour Québec solidaire de se réorganiser complètement pour trouver une manière de travailler avec 2 porte-paroles, dont un est député et l'autre ne l'est pas. Ça faisait quand même 7 ans. Hein? 7 ans que j'étais porte-parole avec Manon. La gestion de changement, c'est pour toi aussi. On avait pris nos habitudes, Manon et moi. Toute l'organisation avait pris certains plis, des manières de fonctionner qui rentrent dans les habitudes. Il fallait changer toutes ces habitudes-là. Puis on a eu à peine 3 mois pour le faire. Puis en fait, on n'a pas eu... La vérité, c'est qu'on n'a pas eu le temps de le faire. Émilie a quitté après 3 mois. Nous, on a pris au sérieux. Puis on a écouté ce qu'elle avait à nous dire. On a pris acte de ses critiques. Moi, mon souhait, c'est qu'avec Ruba, si c'est elle, mais c'est sûr qu'on s'en va dans cette direction-là. Mon souhait, c'est de prendre ce temps-là avec Ruba pour développer notre complicité puis pour apprendre à travailler ensemble. Les gens ont vu Manon et moi travailler ensemble pendant 7 ans. Et ils ont peut-être eu l'impression qu'on a toujours été des grands amis, mais la vérité, c'est que quand je suis devenu porte-parole de Québec solidaire, j'avais à peine... As-tu vécu ça? Ben moi j'avais jamais rencontré ce qu'Émilie a vécu. Quand toi t'es arrivé, t'avais peut-être un petit peu moins d'expérience. Moi, je veux pas comparer les situations, mais une chose est sûre. Quand j'ai été élu, j'avais jamais rencontré Manon Mancé de ma vie, ou à peine. Je l'avais croisé dans quelques manifs, mais je veux dire, on n'avait jamais eu de vraies discussions quand même une ensemble. On personnalité n'avait jamais travaillé ensemble. C'est une personnalité qui est impressionnante. Qui est impressionnante, puis on a des personnalités très, très, très différentes, Manon et moi. C'est même des personnalités. Les gens disaient on est complémentaires. C'est vrai, mais on est complémentaires parce qu'on est très, très, très différents. Et Manon et moi, ça nous a pris au moins 1 an. Au moins 1 an. Avant de s'apprivoiser l'un l'autre, puis de développer ce leadership partagé. C'est pas facile. C'est pas simple. Ça prend du temps. Moi, ça m'a pris 1 an avec Manon. Un de mes regrets, c'est de ne pas avoir eu ce temps-là avec Émilie. Puis quand les membres vont choisir une nouvelle co-porte-parole féminine, puis bon, ça pourrait fort probablement être Ruba. Moi, je suis convaincu que ça va bien se passer. Tu sais, il y avait cette... c'est un élément souvent qui me... Puis je fais un lien. C'est un élément qui me vient souvent en tête quand je pense à QS. Puis je fais un lien avec votre mission. Tu sais, on attend Québec solidaire beaucoup dans la contestation, un peu plus militant. Tu sais. On vous attend pas dans le calcul politique. Même affaire dans le discours. Tu sais, on pense à Catherine Dorion, par exemple, qui avait pas vraiment de filtre, ou en tout cas qui se permettait de parler librement de ses combats puis de ses points de vue. Tu l'as fait comment, toi, cet équilibre-là entre le fait, tu sais, comme là, je me souviens en plus d'ailleurs, dans l'histoire avec Émilie, il y avait ce fameux moment-là où vous aviez été à un podcast. Comment tu le vois, l'équilibre qu'il doit y avoir entre justement ce calcul sur je peux pas tout dire, mais en même temps, l'authenticité en politique, c'est payant. Puis chez QS, on vous attend dans l'authenticité, on vous veut dans l'authenticité. Ben, Québec solidaire, c'est une grande famille. Puis il y a toujours eu des gens très différents à Québec solidaire. Françoise David puis Amir Kadir, là, c'était pas le même style. C'est le moins qu'on puisse dire. Amir incarnait une fougue, une énergie militante, contestataire. On se rappellera quand même certains épisodes assez marquants. Françoise avait une approche beaucoup plus... elle avait des valeurs aussi profondes qu'Amir, hein? Mais elle avait une approche beaucoup plus consensuelle, beaucoup plus axée sur le travail transpartisan. Amir était plus un peu dans le conflit, dans la contestation, et je pense que ça peut cohabiter ces 2 énergies-là dans un parti politique. Manon et moi, on était différents. Je veux dire, dans notre caucus, en ce moment, on a un gars comme Vincent Marissal, qui est quand même un ancien chroniqueur, journaliste émérite de la presse, donc vient d'un milieu, disons, plus conventionnel. Et on a un Andrés Fontecilla ou une Manon Massé qui sont issus des mouvements sociaux, issus de la rue. Tout ça, ça peut cohabiter dans un parti. Mais toi, personnellement... Manon et moi, on a 2 styles très différents. Et pourtant, on a été, je pense...
Ben là, on a été au moins, je veux dire, on a eu au moins autant de succès comme duo, Manon et moi, qu'Amère et Françoise. Tu veux rester humble comme duo. duo. Mais non, je veux dire, la poussée là, de Québec solidaire à partir de 2017, je veux dire, je pense qu'on peut, entre autres, l'attribuer au leadership que Manon et moi, on incarnait ensemble, deux personnes complètement différentes. Moi, je veux dire, ben oui, je suis un petit peu plus propre, je suis pas un... Tu sais, je suis pas exactement... Catherine Dorion parlerait de l'espoir punk, là. Je veux dire, tu sais, ça, c'est sûr que c'est pas moi, puis je n'ai pas envie de me traverser, de faire assemblant d'être quelqu'un que je suis pas, puis Manon, elle n'a jamais fait assemblant de quelqu'un qu'elle n'est pas, puis on parle de l'authenticité. Ben, l'authenticité, c'est aussi ça. C'est aussi assumer quand on est une personne peut-être un petit peu plus conventionnelle, puis un petit peu plus straight, pardonne-moi l'expression, puis de pas essayer de s'inventer un côté marginal quand c'est pas ça notre personnalité. Puis Manon, elle s'est pas inventé un côté un peu plus marginal. Elle c'est ce qu'elle est. Et pour moi, l'authenticité, c'est pas juste... Il y a personne qui en est propriétaire ou qui en a le monopole. On a toute notre manière d'être authentique. Puis parce qu'on est toutes des personnes différentes. Puis un parti comme Québec solidaire, c'est un parti qui laisse de la place à toutes sortes de monde, qui ont toutes sortes d'approches. Émilise n'était pas Françoise, n'était pas Manon. Ruba sera pas Émilise, ni Françoise, ni Manon. Je veux dire, puis moi, je suis pas Amir, puis c'est correct, puis c'est bien. C'est super intéressant. Sain. Mais moi, je vais pas me trahir, puis je ferai pas assemblant d'être quelque chose que je suis pas. Oui, je suis un gars qui vient des mouvements citoyens, des mouvements sociaux, puis ça demeure profondément ancré en moi, puis jamais je vais nier ce passé-là qui est le mien, et j'en suis encore profondément fier. Je ne serais pas là devant toi, Denis, aujourd'hui si j'avais pas participé à la plus grande mobilisation sociale, citoyenne de l'histoire du Québec. C'est phénoménal. Puis ce serait, je veux dire, jamais je vais nier ces racines-là qui sont les miennes. Mais c'est vrai que depuis, j'ai évolué. C'est vrai que depuis, je veux dire, j'avais 21 ans en 2012. Te rappelles-tu, t'étais où quand t'avais 21 ans? Qu'est-ce que tu faisais? Ben As-tu moi, changé depuis? J'imagine que 21 ans, je faisais rien d'aussi constructif que toi, de structurant que t'as fait. J'en ai 34. J'en ai 34. Je vais avoir 2 enfants bientôt. Je veux dire, bien sûr que j'ai changé. Bien sûr que j'ai pris de l'expérience. Moi, je considère que j'ai pris de la sagesse, de la profondeur. J'ai 8 ans de travail parlementaire derrière la cravate. Je veux dire, il faudrait être complètement imbu de soi-même pour pas se laisser évoluer en près de 14 ans comme ça. Je veux dire, c'est normal de changer, puis ça me gêne pas, puis j'ai décidé d'assumer qui je suis. Ça, je trouve ça super intéressant. Est-ce que c'est quelque chose qu'on te parle souvent, ce que je viens de te dire là? Ça revient. Parce qu'on a cette image-là, excuse-moi, je vais compléter ma question, c'est qu'on a cette image-là, justement, qui vient renforcer l'esprit contestataire du marginal. Ouais. Fait que là, vois-tu, puis moi, j'ai l'impression que je tombe un peu dans le piège. Je tombais dans le piège. J'ai eu l'occasion, dans certains épisodes, l'occasion de me donner mon opinion là-dessus. Puis j'avais ce feeling-là, je me disais, crème, Gabriel est un peu trop dans le calcul. Puis là, je trouve ça fascinant ce que tu es en train de nous dire, d'assumer ton... c'est une forme d'authenticité. Je suis un gars, je veux dire, moi, je veux qu'on gagne à Québec solidaire. Fait que oui, j'essaie de trouver les meilleurs enjeux, les meilleurs sujets. Fait que c'est ça du calcul, d'essayer d'être le plus pertinent possible. OK, là, tu sais, mais je veux dire, ça veut pas dire se trahir. Puis moi, je m'inventerai pas une nature qui est pas la mienne. Je veux dire, je suis un gars de gauche, je suis un indépendantiste. Je suis un gars qui est un allié des batailles féministes au Québec. Je veux dire, mes valeurs, ils n'ont pas bougé d'un poil, d'1% depuis des années. Mais je ne vais pas, tu sais, je veux dire, je vais pas faire assemblant d'être quelqu'un que je suis pas. Puis oui, je suis plus, pour prendre un terme, je suis plus straight que d'autres dans mon parti. Mais moi, je veux dire, je suis désolé, je refuse de voir ça comme un défaut. C'est pas vrai. Moi, je pense qu'on peut être à gauche puis être une personne rangée dans la vie, qui a des enfants puis qui aime des affaires ordinaires. Je veux dire, le projet de société de Québec solidaire, c'est pas juste pour des gens qui sont dans la marginalité. On veut défendre ces gens-là puis on les abandonnera jamais. Mais il y a de la place pour tout le monde à Québec solidaire, y compris le monde qui ont un profil un petit peu plus ordinaire. Puis il y a des comptables. Oui, puis un peu moins, je veux dire, Manon Massé, c'est un bel exemple. C'est quelqu'un qui a rejoint tout le monde, mais qui avait qui incarnait une différence absolument formidable, rafraîchissante, importante en politique québécoise. Moi, ça m'a jamais dérangé d'être à côté d'elle, d'être un gars un petit peu plus ordinaire. Puis Manon, elle m'a toujours considéré comme son
comme son compagnon de route, puis comme son allié là-dedans. Mais moi, c'était surtout sur cette capacité-là à se permettre d'être authentique comme politicien, surtout quand on est rendu à un niveau puis qu'on joue un rôle aussi important que le tien. Quand je parle, c'est quand même les ligues majeures de la politique au Québec. C'est vrai que dans mes premières années d'engagement politique, je suis arrivé à l'Assemblée, j'avais 27 ans. J'avais tous les projecteurs sur moi. Ça faisait à peine 5 ans que la mobilisation étudiante de 2012 était derrière moi. Fait que je pense que dans les premières années de mon engagement, j'avais cette volonté-là de... On s'entend-tu que des jambettes, on cherchait à t'en faire? Il y en avait à tous les jours. Il y en avait à tous les jours. Et donc, oui, je pense que dans les premières années, j'étais habité de cette volonté-là de faire mes preuves. T'es-tu méfiant? Puis, j'étais sur mes gardes. J'étais sur mes gardes. Et je savais que mes adversaires m'attendaient au détour. Et oui, je voulais faire mes preuves, montrer qu'écoutez, là, je suis capable d'être député, je suis capable de travailler dans cette institution-là. Puis je pense que cette volonté-là de faire mes preuves dans les premières années, j'étais très jeune, hein, j'étais pendant quelques années un des plus jeunes députés de l'Assemblée nationale, une institution qui peut avoir ces moments d'agisme là, où on te fait sentir que hey, regarde, le petit gars, tiens ton rang. Donc, je pense que dans ce contexte-là, il m'est arrivé, oui, de vouloir montrer que j'étais un gars qui était sérieux, qui était à ses affaires, qui était capable de faire la job de député, puis que non, j'étais pas juste un gars de contestation. Puis peut-être que cette volonté-là de faire mes preuves dans une institution qui, au début, je sentais m'acceptait pas au complet, peut-être que c'est allé tellement loin que ça a donné cette impression-là. Ouais. D'un gars très calculateur, d'un ggars qui veut contrôler chaque millimètre de son image. Puis quand je dis que j'ai pris de la sagesse et de l'expérience, ben c'est ça aussi. Je pense que je me suis débarrassé de peut-être cette gêne-là du début, puis je me permets aujourd'hui, plus qu'avant, de parler avec mon cœur, de parler avec mes tripes. Ben, puis ce que je t'invite, c'est qu'on continue comme ça pour la suite. Parce que quand t'es arrivé tantôt, c'était pas un sujet facile. J'étais arrivé direct, j'allais dire, j'étais attaqué. J'étais arrivé direct, j'ai attaqué. Direct avec le printemps difficile que vous avez eu. On sentait la demi-seconde, la réflexion dans le propos, tu sais. Puis là, depuis un bout, on a comme starté. Là. C'est comme une discussion, c'est comme une game d'hockey. Il y a un warm-up au début. J'adore l'image, est bonne. OK, on va parler maintenant des repas à l'école, puis de la capsule. Moi, la capsule, je l'ai vue initialement. Premièrement, j'ai l'impression, je trouve ça... ce qui m'intéresse beaucoup dans cette initiative-là, c'est la construction. Ouais. Moi, je regarde la mécanique, je suis un gars de com. Mm-hmm. Il y a eu cette vidéo-là, très spectacle, qui, je te dirais, je te cacherais pas que ça m'a un peu dérangé, cette notion un peu spectacle-là au départ. Je me dis, on va où avec ça? Puis on se souvient des sandwichs de Jean-François Lisée. Puis, tu sais, j'étais comme, OK. Puis là, on a des vedettes. Ça faisait un petit peu plateau bobo. Ils s'en vont où avec ça? Il est où le message là-dedans? Il est où l'avantage puis le bénéfice collectif? Puis là, vous arrivez après ça. Là, j'ai passé tout le drame. Oui, il y a eu un petit intermède qui était pas prévu. C'est ça, hein, l'enchaînement c'était pas ça qui était prévu. Fait que là, vous pouvez reprendre votre On est tombé sur nos pieds après le printemps. On reprend cette bataille-là pour l'alimentation scolaire. J'aurais voulu parler plus de ça au printemps dernier que des débats internes dans mon parti. Là, on parlait que ça a pris beaucoup de place puis ça a peut-être mis d'autres choses dans l'ombre. Mais moi, c'est un combat, tu sais. Bon, c'est sûr que les questions d'inégalité sociale, c'est dans mon ADN. C'est ce que mes parents m'ont transmis comme valeur. Ça fait longtemps que c'est important pour moi. Je pense que depuis que je suis devenu papa, ça a comme pris une dimension supplémentaire. Toutes les questions de l'insécurité alimentaire chez les enfants. Ça vient plus me chercher qu'avant. Je pense que ça venait me chercher avant, mais là, ça me cherche encore plus. Il y a une autre dimension. Il y a une autre dimension. Puis j'ai envie de mener cette bataille-là avec Christine, avec toute l'équipe à Québec solidaire. Puis c'est important pour moi. Et je pense qu'on est capable au Québec de créer des consensus sur l'importance de sortir la fin de nos écoles. On est une société riche. Il n'y a pas de raison qu'un enfant sur 5, 1 sur 5, pas 1 sur 20, pas 1 sur 40, 1 sur 5 dans nos écoles. Un enfant sur 5 a faim, je veux dire, moi, si j'étais premier ministre du Québec, là, je ne fermerais pas l'œil de la nuit en sachant qu'il y a un enfant sur 5 au Québec dans nos écoles qui a faim. Ben, ça devrait obséder François Legault, au moins autant qu'il est obsédé ces jours-ci par l'immigration temporaire. Je veux dire, il devrait prendre tous les moyens pour régler cette situation-là. Puis moi, je pense qu'on est capable de le convaincre d'aller de l'avant.
quand j'ai vu ça pour la première fois, puis là, j'ai vu l'évolution de cette mesure-là, j'ai eu un réflexe, je pense que plusieurs ont partagé sur le coup, justement, où ce qu'on cherchait. Ah, tu sais, c'est donc même bizarre, on peut-tu vraiment savoir? Puis là, en plus, c'est ça, le pauvre Sol qui était arrivé avec je vais pouvoir, comme avantage, je vais pouvoir me libérer de faire des sandwichs pour mes kids, tu sais, puis c'est un angle sur lequel, évidemment, il a été attaqué, puis je le comprends, là, ça fait comme, ben là, si tu veux pas faire des sandwichs pour tes enfants, c'est que c'est ça. Puis là, je cherchais aussi où était l'avantage, puis là, j'ai fait des petites recherches. Puis là, j'ai vu que en Finlande, c'était déjà bien implanté, qu'au Japon, non seulement c'était implanté, mais qu'en plus, c'était une occasion d'apprentissage avec les enfants. Ça, je trouvais ça super intéressant parce que justement, des compétences transversales, je sais pas comment on dit ça, pour les aider. Puis même aux États-Unis, il y a des... il y a 8 États américains. Il y a des mesures dans ce sens-là. Exact. Il y a 8 États américains. Ça va du Nouveau-Mexique au Maine, en passant par le Minnesota de Tim Walz, qui est maintenant le colistier donc, de Kamala Harris. Donc, il y a 8 États américains qui ont des programmes universels et gratuits de repas le midi à l'école. On parlait de la France, la Finlande, le Brésil, des pays africains. Ça existe en Inde. Honnêtement, ça existe dans beaucoup plus d'endroits dans le monde qu'on pense. Je vais vous dire une chose. Il n'y a aucun de ces pays-là qui a lancé des programmes comme ça puis qui réfléchit à le retirer. Parce que ça a des bénéfices. D'abord, sur le plan de l'apprentissage. On dit souvent « ventre vide n'a pas d'oreille ». Un enfant qui a faim, c'est un enfant qui apprend mal ou qui apprend pas. On est la province au Canada où il y a le plus de décrochage scolaire. Ah ouais, je savais pas. Oui, le Québec a cette triste palme. C'est une manière de favoriser la réussite éducative. Ça fait en sorte que les enfants sont plus... on a beaucoup parlé de civisme ces temps-ci à l'école. Ben, un enfant qui a faim, là, les gens qui nous écoutent, qui ont des enfants ou qui en ont déjà gardé, un enfant qui a faim, c'est un enfant qui fait du trouble. Puis un enfant qui a le ventre plein, c'est un enfant qui est beaucoup plus disposé à écouter les consignes et donc à apprendre. Ça a des bénéfices sur le plan de la santé publique, c'est évident, parce qu'on ne servirait pas des croquettes puis des frites dans les écoles, on servirait des repas sains. C'est aussi une manière formidable d'encourager l'agriculture québécoise. Notre secteur agricole est en crise au Québec. Nos agriculteurs ont de la misère. Un programme comme ça viendrait avec des conditions pour que les écoles s'approvisionnent localement. C'est pour ça qu'on estime, dans les pays où ça existe, que pour chaque dollar qui est investi en alimentation scolaire, les retombées sont entre 3 et 10 $. Donc, ça a un coût mettre en place un programme, mais ce que ça génère ensuite comme retombées économiques, comme activité économique, dépasse de beaucoup ce que ça coûte le mettre en place. Et une fois qu'on a tout dit ça, je pense qu'on n'a même pas donné l'argument le plus important. Mais l'argument le plus important, c'est quoi? C'est que les enfants choisissent pas leurs parents. Les enfants choisissent pas la famille dans laquelle ils naissent. Moi, je suis né dans une famille de classe moyenne supérieure. Il y a des gens qui peuvent naître par un coup de hasard ou de malchance dans une famille dysfonctionnelle, dans une famille pauvre. Et tous les enfants, notre société devrait garantir le plus possible des chances égales de réussir dans la vie. C'est pour ça qu'on a fait les CPE. C'est pour ça qu'on a fait le congé parental. Selon nous, selon moi, l'alimentation scolaire, c'est le 3e grand pilier qu'il faut compléter pour avoir un Québec qui est vraiment un Québec d'égalité des chances. Mettons que tout le monde en vient à voir l'avantage de ça. Politiquement, d'instaurer, de mettre en place une politique qui a été proposée par Québec solidaire. Est-ce que, ils m'ont dit on ne peut pas faire ça parce qu'on va avoir donné raison à un adversaire? Écoutez, ça a commencé comme ça dans le cas de la loi Françoise-David, puis on a fini par rallier tout le monde. Moi, je pense qu'on l'a fait pour la loi Françoise-David, on peut le faire pour l'alimentation scolaire. Puis, de toute façon, c'est pas Québec solidaire qui a inventé cette proposition-là. Le Parti québécois a déjà fait des propositions similaires. Ça n'avait pas été peut-être brandé de la meilleure manière au monde, là, on pourrait, pour prendre un anglicisme, mais le PQ a déjà fait des propositions similaires. En ce moment, le club des petits déjeuners. Tous les organismes d'aide alimentaire dans les écoles. Ça, c'est les gens qui, en ce moment, font le service. Qu'est-ce que ces gens-là disent? On suffit plus. Ça peut plus être juste dans les écoles défavorisées. Ça peut pas être juste pour les enfants défavorisés. On peut pas stigmatiser comme ça les enfants. Il faut que tous les enfants bénéficient. Donc, le consensus qui est en train de s'installer au Québec déborde largement les frontières de Québec solidaire. Puis moi, je pense qu'on est capable de rallier le gouvernement du Québec là-dessus. Là, l'autre question, ça va être on paye ça comment? On paye ça avec l'argent de mes taxes, là, encore? Mais ce genre de programme-là, on estime que c'est selon les formules, parce qu'il y a plein de paramètres, il y a plein de formules, mais on estime que c'est entre 400 et 700 millions de dollars. Combien t'as dit? Entre 400 et 700 millions de dollars, selon qu'on opte, par exemple... Ça me semble peu.
Ben, c'est que d'abord, il y Pas a que c'est déjà... pas une grosse somme, c'est que ça. J'aurais pensé que ça pouvait demander un investissement plus important. Ben, d'abord, il y a déjà des services de dîner payants dans à peu près 60% des écoles au Québec. OK, ouais, c'est ça. Donc ça existe déjà. Il suffit de le rendre gratuit. Il y a déjà des écoles qui ont des cuisines. Il y en a d'autres où il n'y en a pas, puis on pourrait fonctionner avec des organismes sans but lucratif qui viennent fournir les repas. On n'est pas obligé de construire des cuisines partout, ce qu'on appelle des traiteurs sociaux. Donc, nous, on estime que la mise en place au Québec d'un programme comme ça, c'est entre 400 et 700 millions de dollars par année. Ça dépend si on prend une formule totalement gratuite ou, par exemple, une formule avec contribution volontaire pourrait permettre de faire réduire le prix du programme. Donc, c'est une dépense qui est importante, mais qui n'est pas délirante. On a mis pas mal plus que ça dans Nordvolt et ça n'a nourri aucun enfant jusqu'à maintenant. On est passé à Bombardier avant ça. Puis C'est vraiment une question de choix de société. On a baissé les impôts là, pour les gens qui font plus de 100 000 d'à peu près 400 millions de dollars par année. Le gouvernement du Québec vient de prendre cette décision-là. Ça aurait sans doute été mieux investi pour alimenter les enfants dans les écoles. Mais écoute, c'était surtout une transition pour t'amener vers le prochain sujet qui est chien de garde de l'austérité. C'est un positionnement que vous êtes en train de travailler. Vous êtes en train de vous positionner comme chien de garde de l'austérité. Comment vous allez faire pour rester crédible avec ce positionnement-là dans un contexte, justement, où, puis là, t'as déjà commencé à m'amener des éléments de réponse, mais dans un contexte où, justement, tout augmente, tout est toujours sous-évalué, tout augmente d'une façon hallucinante. On n'a qu'à regarder les infrastructures en transport en commun. On les évalue un jour à X milliards, puis le lendemain, on cligne des yeux, puis ils ont doublé. Ça va être quoi votre solution au-delà de dire ne coupons pas, réinvestissons ou tu sais? J'ai donc glissé dans une entrevue chien de garde de l'austérité, mais j'aurais pu dire chien de garde de la transparence. Parce que la première étape, c'est que François Legault dise la vérité aux Québécois et aux Québécoises. En ce moment, François Legault nous dit j'ai 11 milliards de déficit, mais je vais augmenter les impôts de personne, même pas les plus riches, même pas les multinationales, et je vais faire aucune coupure nulle part, je ferai pas d'austérité, mais je vais revenir à l'équilibre budgétaire. La magie, là, ça marche juste dans Harry Potter, là. Il y a 11 milliards de déficit. Alors, il y a deux options. Soit on réduit des dépenses, on coupe, donc on fait de l'austérité, soit on va chercher des nouveaux revenus. Mais il n'y a pas des choses qui mériteraient d'être coupées? Ben, moi, si on nous fait une liste de choses qui méritent d'être coupées, je vais la regarder. Mais je veux dire, 11 milliards de dollars, le plus grand déficit de l'histoire du Québec, ça ne disparaît pas tout seul. Alors, la première étape, c'est que François Legault soit transparent puis dise la vérité aux Québécois, Québécoises. Il est allé en campagne électorale en disant « Je vais envoyer des chèques à tout le monde. Je vais baisser les impôts, y compris ceux des plus riches, ceux des gens qui font plus de 100 000 $ par année. Et je vais investir en santé. Et je vais investir en éducation. Et je vais faire tout ça et ça va marcher. » Je veux dire, si on dépense, il faut aller chercher des revenus. C'est pas sorcier. D'ailleurs, c'est l'économiste Luc Godbout lui-même, qui est pourtant pas un partisan de Québec solidaire, c'est le moins qu'on puisse dire, qui, au lendemain du dernier budget de la CAQ, a dit là, ça va prendre l'intervention de Luc Langevin. Ça va prendre un magicien parce qu'il va avoir soit de l'austérité, soit il va falloir aller chercher des nouveaux revenus. Donc, chien de garde d'austérité, ça veut dire nous, on va être là pour que François Legault dise la vérité aux Québécois, Québécoises, et on va faire des propositions pour arriver à l'équilibre budgétaire qui n'impliqueront pas de l'austérité. C'est un drôle de timing. Tu sais, même si on pense en calcul politique, par exemple, en cycle d'un gouvernement, ils se sont quand même organisés pour ça, trouver à 2 ans des élections avec nulle autre possibilité que de couper, finalement. Fait que là, c'est pas sexy pour se faire réélire. François Legault est artisan de son propre malheur. Je veux dire, il a décidé d'envoyer des chèques qui étaient clairement électoralistes juste avant l'élection. Il a décidé de baisser les impôts. Ça avait coûté combien, cette mesure-là? Par cœur, comme ça, juste les chèques, je ne serais pas capable de répondre à ta question. Il a décidé de baisser les impôts de tout le monde, y compris les gens qui font plus de 100 000 $ par année. Si on prend la baisse d'impôts, là, puis on se dit, on prend juste la portion qui a bénéficié aux gens qui font plus de 100 000 par année, là, c'est plus de 400 millions par année qu'on se prive, chaque année. Ça, c'est un choix politique. On est d'accord qu'individuellement, ça n'a pas eu un gros impact sur ces gens-là. Là. C'est quelques dizaines de dollars de baisse d'impôts par exemple, une personne au salaire minimum. Là. Je veux dire, c'est peu d'argent dans le budget annuel, mais dans notre budget collectif, dans le budget d'État québécois, 400 millions de dollars par année, c'est quand même de l'argent. Donc, c'était prévisible.
ce qui se passe en ce moment, mais François Legault gouverne à court terme, de sondage en sondage, en pensant toujours que, je sais pas, une intervention divine va venir le sortir des contradictions dans lesquelles lui, il se place. Mais c'est vrai, je suis d'accord avec toi, Denis, c'était prévisible. Et là, François Legault va devoir être transparent avec les Québécois et Québécoises. Il doit nous dire où est-ce qu'il va couper, parce qu'il n'aura pas le choix de le faire, ou sinon, où est-ce qu'il va aller chercher des nouveaux revenus. Moi, je suis geek de com, je suis geek de numérique, je suis geek de stratégie, de communication politique. On est plusieurs aux engagés publics avec cette passion-là. J'ai vu sortir la page servicecoupé.com. Oui. En politique, en stratégie numérique, on appelle ça une page de collecte de données pour aller chercher les courriels, pour aller chercher, pour garnir des bases de données qu'on va pouvoir réutiliser en marketing après ça pour faire des ciblages, du ciblage, envoyer des courriels, puis ce genre de trucs-là. Ce qui me permet de faire un pont avec... Mais juste vas-y. D'abord, on est en 2024. Feuilleter le bottin de téléphone pour trouver les numéros de ligne fixe des gens, pour être capable de les rejoindre durant les élections, c'est plus exactement une stratégie qui permet aux partis politiques de parler au monde. Fait que moi, je suis pas gêné qu'on fasse de la politique sur Internet puis qu'on dise aux gens, si vous donnez votre consentement, si vous le voulez, donnez-nous les moyens de vous rejoindre. D'ailleurs, sur servicecoupé.com, les deux options sont offertes. Les gens peuvent témoigner anonymement des mesures d'austérité qu'ils voient passer dans leur milieu de travail ou comme utilisateurs des services publics. Et c'est un opt-in. Si les gens veulent nous donner leurs coordonnées, ils peuvent également le faire. La grande majorité des témoignages qu'on reçoit sur servicecoupé.com, on les reçoit de manière anonyme, donc les gens ne nous laissent pas leurs coordonnées. Et les gens qui souhaitent le faire peuvent le faire. Si c'est transparent, si on dit aux gens, si vous nous donnez votre courriel, on va vous envoyer un courriel, moi, je vois absolument pas le problème avec ça. Et je pense qu'il faut aussi il faut défaire le tabou derrière ça. Je veux dire, à l'époque, on demandait aux gens, donnez-moi votre numéro de téléphone, on veut vous rappeler durant l'élection. À l'époque, on faisait ça avec un pad. Aujourd'hui, on faisait ça avec un site Internet. Il n'y a rien de mal dedans. Non, je pense aussi. Puis, c'est juste qu'il faut que les gens soient conscients de cet aspect-là. Parce qu'il faut que ça soit transparent puis il faut que ça soit bien indiqué. Tu sais, quand on arrive avec comme personne qui a des valeurs, qu'on veut venir s'affirmer, qu'on veut venir s'exprimer en fonction d'éléments qui nous rejoignent. Puis là, ben, on a un site qui est conçu pour ça. Il faut quand même avoir l'honnêteté, tu parlais de transparence tantôt, d'expliquer que ce n'est pas qu'une initiative. Ben moi, j'invite les gens à y aller sur servicecoupé.com. Le logo de Québec solidaire n'est pas caché, puis l'option de donner un témoignage anonyme est clairement indiquée. Est-ce que tu invites les gens à aller sur monchar-monchoix.com? Non, j'invite pas les gens à faire ça parce que malheureusement, le choix de véhicule qu'on fait, c'est peut-être notre choix, mais les conséquences de ce choix-là, c'est toute la société qui les impacte. Puis quand M. Duhem dit c'est mon char, mon choix, ben je suis désolé, je veux dire, les gaz à effet de serre émis par les véhicules, on va tous en être, on va tous vivre ensemble les conséquences de ces gaz à effet de serre-là. Fait qu'il faut travailler ensemble pour que collectivement, on soit moins dépendant des véhicules à essence. Fait que j'ai envie de dire, c'est peut-être mon char, mon choix, mais c'est nos conséquences. Puis c'est pour ça qu'il faut se départir de notre dépendance au pétrole. T'as compris encore une fois la boutade, je me trouve très drôle. Je prends une occasion. Parce que c'est une page, ben oui. Puis c'est c'est le même procédé. Puis c'est ça que je trouve fascinant, c'est qu'à chaque bout du spectre politique, on a des Mais si on veut que les gens participent aux élections, les partis politiques, c'est des acteurs importants de l'animation de la vie démocratique puis de la vie citoyenne. Bien sûr, c'est pas une animation qui est désintéressée, mais ça fait partie d'une démocratie en santé des partis politiques. Donc, tu reproches qui pas engagent. Je ne reproche pas à M. Duhem de le faire. Je veux dire, sur le fond, je ne suis pas d'accord, mais je veux dire, des partis qui animent la vie démocratique en mobilisant les gens, que ce soit sur le web ou dans la vie réelle, je veux dire, c'est important. Puis une démocratie où les partis font juste des conférences de presse puis des questions au Parlement, c'est une démocratie qui est moins en santé qu'une démocratie où les partis politiques engagent directement des conversations avec les citoyens et citoyennes et les mobilisent, y compris la mobilisation numérique. D'ailleurs, ça me fait penser à tout le débat qu'il y a eu autour de l'utilisation de la publicité sur Meta, à travers les outils de Meta. Vous aviez un point de vue complètement différent de ceux qui se sont d'emblée drapés dans la vertu là, par rapport à ça. Oui, d'ailleurs, en parlant de vertu, plusieurs médias d'information qui sont eux-mêmes victimes du boycottage de Meta font de la publicité sur Meta pour aller chercher du lectorat ou des auditeurs ou des auditrices. Donc, moi, les compétitions de vertu sur ces affaires-là, j'y crois pas vraiment. Je pense que on veut que les jeunes votent, on veut que les jeunes participent.
les partis politiques ont la responsabilité d'aller rejoindre les jeunes où les jeunes consomment leur information. Ça ne veut pas dire qu'on va n'importe où en ayant, aucun critère ou en mettant aucune condition. Mais oui, globalement, nous, on a été le seul parti qui a dit, là, un instant, là, Question d'équilibre. c'est une question d'équilibre. On ne va pas se couper d'une proportion, je ne veux pas les statistiques par cœur, mais d'une proportion importante de la population qui s'informe sur le web. Qu'est-ce qui va arriver sinon? On va avoir des jeunes qui vont juste consommer du contenu politique des États-Unis. Ils vont triper sur Alexandria Ocasio-Cortez, ils vont triper sur Bernie Sanders, puis quand on va leur parler de Ruba Gazal ou de Paul Saint-Pierre Plamondon, ils vont dire, mais de qui tu me parles? Ouais. On est-tu avancé collectivement? Moi, je pense pas. C'est quoi? Ça a-tu une signification? Je t'avoue, oui, c'est ma fille qui m'a fait un bracelet. Oui, c'est ma fille qui m'a fait un bracelet, puis elle m'a demandé de le porter toute la semaine à Québec. Oh, mais voilà, là, quand j'ai dit, papa s'en va à Québec pour 4 jours, elle m'a dit, j'aimerais ça que tu portes mon bracelet tous les jours. On va y faire une size d'écran. 2 ans et demi. Alors, la preuve. La petite Hélène, puis j'essaie de tenir mes promesses en politique et comme papa. Ça, c'est payant. Je parle politiquement. Plus point de vue. Bravo. On va le voir que j'ai respecté ma promesse. Parlons maintenant moi, le terme super bénévole, je te l'ai dit tantôt. Oui. On n'en parle plus parce que je veux garder la discussion pendant l'enregistrement. J'ai trouvé ça très drôle. Oui. Puis j'avais même pas compris la blague. Moi, je pensais que c'était Il y avait une inside joke en plus de la joke. Oui, c'est ça. Je pensais que c'était une joke issue des super ministres parce que, tu sais, on a parlé avec l'arrivée de Mme Tébert. Fréchette. Oui. Wow, bravo, Denis. De Mme Fréchette, que j'ai invité à venir en entrevue, tu sais, puis que je suis même pas capable de me souvenir son nom, ça va bien. Donc, je pensais que c'était un petit peu une continuité de cette appellation-là de super ministre, mais on est ailleurs. On est justement en milieu politique. Oui, ben super bénévole organisateur politique. Souvent, à Québec solidaire, quand on a des bénévoles qui sont très, très engagés, puis souvent, on dit, celui ou elle, c'est une super bénévole. Donc, c'est une personne sur qui, c'est vraiment une bénévole sur qui on peut compter dans telle région. Puis quand j'ai vu, moi, j'étais pas à l'Assemblée nationale jeudi de la semaine dernière quand François Legault a fait sa sortie absolument désarmante et tonitruante pour dire le Parti québécois doit demander au Bloc québécois de pas appuyer Trudeau pour qu'on aille en élection, puis que là, pour allier... Moi, j'étais pas à l'Assemblée nationale, j'étais pour des raisons personnelles, familiales, j'étais dans un hôpital, puis là, je vois ça se dérouler sur mon téléphone. Et là, je comprends plus rien. Mais qu'est-ce qui la journée où je suis pas là, ça dérape complètement. Et là, je suis ça en direct sur mon téléphone. Là, et je me dis, mais d'abord, quelle mouche a piqué François Legault? Quelle politicaillerie! C'est tellement loin des préoccupations du monde, ce genre de jambette politique-là. Là, tu te dis, il y a eu combien d'heures de réunions, là, entre François Legault et ses conseillers politiques pour trouver la manière la plus originale et surprenante de faire une jambette au Parti québécois puis à Paul Saint-Pierre Plamondon. Puis là, tu te dis, il y avait combien de salaires? Ils pensent pas si il y avait combien de salaires dans la pièce là, quand ils ont réfléchi à cette affaire-là? Alors que, je veux dire, le système de santé est en train de tomber entre nos mains. On est en pleine privatisation du système de santé. Le système d'éducation ne va pas bien. La crise du logement n'est pas réglée. On s'en va vers de l'austérité. Puis là, la grande priorité, là, c'est rivaliser d'originalité stratégique pour faire des jambettes au Parti québécois. Je trouve ça complètement déconnecté des priorités du monde. C'est particulièrement tortueux. Et en plus, François Legault n'a jamais reçu le mandat de souffler dans les voiles comme ça, de Pierre Poilievre. Est-ce que c'était conscient? Est-ce que c'était... C'est la deuxième fois qu'il le fait. Il y avait la vue de la jambette ici, puis il n'avait pas pensé que ça allait y faire un backlash parce qu'il s'est excusé. François Legault avait appelé... Il est revenu là-dessus en disant qu'il ne voulait pas nécessairement appuyer François les Legault a appelé à un gouvernement conservateur minoritaire à la dernière élection fédérale. Donc, il n'y a absolument rien, quand on y pense bien, il n'y a absolument rien d'incongru au fait que quelques années plus tard, il fasse essentiellement le même geste. La différence, c'est que là, il s'attaquait aussi en même temps au Bloc québécois, ce qu'il n'avait pas fait la dernière fois. Mais moi, je pense que François Legault n'a juste pas réalisé qui est Pierre Poilievre. Il est tellement obsédé par l'enjeu de l'immigration temporaire. Il est tellement plongé dans tu parles de M. Trudeau, de François Legault. Il est tellement plongé dans son conflit avec Justin Trudeau sur les enjeux d'immigration. Il voit juste ça. Je pense qu'il n'a pas réalisé à quel point Pierre Poilievre représente quelque chose au Québec qui passe pas. Pourquoi le Québec est la seule province où M. Poilievre n'est pas capable de monter dans les sondages? C'est parce que c'est un homme qui défend des valeurs qui ne sont pas les valeurs québécoises. Je veux dire, le tiers des députés de ce caucus-là
sont contre le droit à l'avortement. Il veut faire passer des nouveaux pipelines. Il veut saboter le tramway de Québec. Je veux dire, c'est pas ça les valeurs des Québécois, des Québécoises. Je pense que François Legault s'est mis les pieds dans les plats. Ouais. Et là, il a essayé cette semaine de remettre la patate dans le tube. Mais D'où ma je sais pas si présomption t'as déjà que essayé, moi qui Denis, y de pense remettre. pas Je sais pas si t'as déjà essayé de si faire ça, remettre de la longtemps, patate ça. dans un tube. Là. Je connais l'expression. Ça marche pas. Je connais l'expression. C'est pas possible. C'est pas mal ce qui est Ça se fait arrivé. pas. C'est pour ça que je me dis, pour moi, non, ils m'en mettent pas tant que ça de temps à penser à ce genre de truc-là parce que, tu sais, Je le sais pas, mais c'était préparé. Il y avait l'utilisation du mot camarade qui était clairement une volonté de donner même une petite connotation comme d'extrême gauche. Là, Hey, c'était quoi donc? Ouais. Il a demandé C'était quoi au- donc? il y a- à Il y a eu cette photo-là, un gag un peu de Pascal Bérubé puis Marois Risky où il y avait le bac de. C'était quoi? Tu sais ce que je parle? Non, hein? je sais pas de quoi tu parles. Je le replace Simone. pas. Non, ça. Non. Il y a ah merde. J'aurais aimé ça. C'était la boîte ou le plat de. Je Merde. sais pas. J'aurais aimé ça. C'est parce qu'il y a des mots comme ça à l'Assemblée nationale vous êtes pas mal, tu sais, une communauté, une petite communauté proche. Là, des fois, on parle, tu sais, de la bulle. Hein, vous Ouais. êtes dans la bulle. Il y a des mots comme ça qui accrochent. Là, puis là, vous utilisez le mot d'un adversaire, puis là, Oui, vous mais là, c'était l'utilisez. clairement une volonté de donner une connotation comme un peu gauchiste là, à Oui, M. Blanchet et à M. Plamondon. Fait que, tous ces mots-là sont des mots qui sont choisis volontairement. Donc, il y avait de la préparation derrière cette sortie-là. Tellement drôle. Ça a fait... ça n'a pas fonctionné. Je pense que ça a même nuit à M. Legault. Puis là, il a essayé cette semaine de rétro-pédaler, mais je pense que les Québécois ont vu clair dans son jeu. Il y a des mots comme ça que vous essayez d'attribuer puis de faire Oui. coller à vos adversaires. Puis là, c'est con parce que je raconte une histoire puis je suis pas capable. Ça nous arrive tous. Ça nous arrive tous. Parfait, merci. C'est gentil. Donc, hey, puis là, c'est drôle parce que je l'avais pas prévu, mais j'ai vraiment le goût de t'en envoyer une difficile à ce moment-là. OK? Si Legault, lui, se permet de donner des indications de vote au fédéral, Québec solidaire vont nous inviter à voter pour le Bloc ou pour le NPD? À Québec solidaire, on n'a jamais pris position au fédéral et ça ne commencera pas cette fois-ci. Nous, on a des militants, des militantes qui militent au Bloc. On a des militants, militantes qui militent au NPD. On en a même qui ont milité par le passé au Parti vert. Puis on a aussi, je te dirais, une bonne majorité de militants, militantes de Québec solidaire qui ne se retrouvent pas dans aucun parti, qui ont bien de la misère à voter au fédéral, puis qui ont de la misère à se retrouver dans une formation politique en particulier. Moi, la majorité des solidaires avec qui je discute, c'est ça qu'ils me disent. Ils me disent, moi, le fédéral, on est des indépendantistes, donc déjà, aller voter au fédéral, c'est jamais ce qui nous motive particulièrement. Et en plus, l'offre politique, souvent, on a de la misère à s'y retrouver comme solidaire, parce que le Bloc québécois, comme indépendantiste, on pourrait avoir des atomes crochus, mais il y a eu des gestes. Ben, vous avez eu des candidats qui passaient. Amir Kadir lui-même, par ailleurs, a déjà été candidat du Bloc québécois. Donc, je veux dire, oui, Amir Kadir, c'est à l'époque de M. Duceppe, mais il y a eu aussi des gestes, des prises de position du Parti québécois qui nous ont dérangés. Du Bloc, tu veux dire? Du Bloc qui nous ont dérangés. La goutte de pétrole qui se transforme en ICAB pour des indépendantistes qui sont inclusif comme nous, ça laisse des traces. Il y a des déclarations de M. Blanchet qui dérangent. Ces tergiversations sur le troisième lien il y a quelques années, par exemple. Donc, des fois, on est d'accord avec le Bloc, des fois, on n'est pas d'accord. Même chose avec le NPD. Des fois, on est d'accord sur certaines mesures sociales, certaines mesures environnementales. Mais des fois, il y a au NPD vraiment un manque de sensibilité assez clair quant au respect des compétences du Québec. Puis ça nous dérange. Donc il y a beaucoup... La majorité des solidaires que je rencontre me disent « Je trouve ça difficile de voter au fédéral, puis je me retrouve pleinement dans aucun parti. » J'ai posé la question à pratiquement tous les membres militants élus de Québec solidaire qui se sont assis ici. Je leur ai demandé... tu dis, on est des indépendantistes. Il y a tout le temps ce soupçon-là hein, de la pureté indépendantiste. Là, on vous questionne beaucoup là-dessus. Puis j'aime, moi, vous la poser la question. Tu l'as amené toi-même. Le point, j'ai même pas vu d'amener la question. Tu l'as mentionné peut-être 3 fois depuis qu'on se parle là, que tu es personnellement indépendantiste, que Québec solidaire est indépendantiste. C'est quoi tu réponds aux seuses? On les rencontre surtout au Parti québécois, par exemple, qui questionnent votre pureté indépendantiste. Moi, les concours de pureté, ça m'intéresse pas. Puis le Parti québécois n'est pas propriétaire du projet indépendantiste. Je pense pas d'ailleurs,
Je pense que beaucoup de gens au Parti québécois n'ont pas cette prétention-là d'être Non, je suis propriétaire du parti. Fait que je le précise, mais au fond, je pense qu'il y a bien des péquistes qui n'ont pas de toute façon cette prétention-là. Il y a toujours eu des indépendantistes à l'intérieur du Parti québécois. Il y a toujours eu des indépendantistes à l'extérieur du Parti québécois. Le mouvement indépendantiste, c'est un mouvement pluriel. Et moi, je ne sens pas... T'as le même phénomène sur l'axe gauche-droite. Oui, puis moi, je vais être bien honnête avec toi. Là. Moi, je ne sens pas que j'ai de démonstration à faire à quiconque sur les valeurs qui sont les miennes. Il y a 4 partis politiques qui sont représentés à l'Assemblée nationale. Ces partis-là ont chacun un chef parlementaire. Des 4 chefs parlementaires à l'Assemblée nationale, il y en a un qui n'a jamais changé de position sur l'indépendance. Tu l'as devant toi. M. Legault était indépendantiste, il est devenu fédéraliste. Marc Tanguay, dans sa prime jeunesse, Marc Tanguay a déjà milité pour le oui, il est devenu fédéraliste. Ici même. Vous pouvez l'écouter d'ailleurs. Puis bon, par ailleurs, changer d'idée, c'est pas un péché capital. Voilà, M. Plamondon a été pendant l'essentiel de sa carrière publique opposé à l'indépendance du Québec. Il s'y est rallié récemment. Tant mieux. Mais c'est pour ça que... C'est pour répondre au principe de pureté. C'est pour ça que ça me fait réagir quand on me dit qu'est-ce que vous avez à démontrer. C'est un vrai indépendantiste. Je veux dire, moi je n'ai jamais changé de position sur la question de l'indépendance. Je suis le seul des chefs parlementaires à l'Assemblée qui peut dire ça. Je suis le seul à n'avoir jamais changé de position sur les questions d'inclusion. Est-ce que les... Moi, je veux dire, de 2012 à aujourd'hui, je suis resté fidèle aux valeurs qui sont les miennes. D'autres ont eu des évolutions idéologiques. C'est le cas de M. Plamondon, qui était un adversaire acharné de la Charte des valeurs, par exemple, il s'y opposait avec beaucoup de force. Aujourd'hui, il joue plutôt dans le film d'une surenchère identitaire avec François Legault. C'est correct. Il fait ses choix. C'est pas un péché capital. Mais c'est sûr que ça me fait réagir quand on doute de mon indépendantisme ou de notre indépendantisme, alors que le chef du Parti québécois lui-même a changé de position sur à peu près toutes ces questions-là. En fait, sans rancune, hein, mais je veux dire, voilà. Disons les choses comme elles sont. Je pense que la question est quand même intéressante parce que à Québec solidaire, il reste que, si on regarde justement les fameux axes, okay? L'axe gauche-droite versus indépendance et fédéralisme, par exemple, ben ceux qui se retrouvent, pour qui les valeurs de gauche sont prioritaires, mais qui sont fédéralistes, ils n'ont pas grand place où ils peuvent se tenir au Québec, là, en politique québécoise. Donc, vous vous retrouvez chez ces gens-là, quand même, l'option la plus intéressante. Je suis vraiment curieux de savoir qu'est-ce que vous avez à dire? Je parle à QS, pas parce que je me mets de vous voyez. Qu'est-ce que vous avez à dire à QS, justement, à vos militants pour qui la gauche est une priorité, qui se retrouvent pas dans le phénomène de souveraineté, puis qui se retrouvent un peu chez vous par dépit? Oui. Ben, il y a 2 choses, je pense, qu'il faut distinguer d'abord. Il y a les militants et les militantes, et il y a l'électorat. Les militants et les militantes, les membres qui s'impliquent dans nos instances, je veux dire, vous en parlerez à mon ami Sol Zanetti, je veux dire, les résolutions indépendantistes à Québec solidaire sont toujours adoptées avec des majorités extrêmement fortes. Je veux dire, il n'y a pas de débat sur le plancher de nos instances sur ces questions-là. Par contre, c'est vrai que chez nous, on a des électeurs qui disent « Je vote pour Québec solidaire et je voterais non s'il y avait un référendum rapidement. » Je vois les mêmes chiffres que vous, je veux dire. C'est des chiffres, je les vois. Mais il y a 2 manières de voir ça. Moi, je vois ça comme, soit on dit c'est des fédéralistes de gauche, Québec solidaire, c'est pas des vrais indépendantistes, soit on se dit, ça veut dire que Québec solidaire, malgré que ce soit un parti indépendantiste, parce que moi, je crois à l'intelligence des électeurs. Je pense que les électeurs savent qu'on est indépendantiste. Les électeurs nous savent... Vous le cachez pas, là. Nos électeurs savent que nous sommes indépendantistes. Ambigu. Nos électeurs savent que nous sommes indépendantistes. Et il y a une partie de ces électeurs-là qui disent, bon, je suis pas convaincu de l'indépendance, mais eux autres, je suis capable de leur faire confiance. Ça s'appelle quoi? Ça s'appelle élargir la quantité de gens qui, au Québec, votent pour des partis indépendantistes. Et si ça peut être notre rôle à Québec solidaire, d'aller parler à des gens qui sont pas convaincus d'avance, qui n'aiment pas du tout le Parti québécois, parce qu'il y en a au Québec, à cause du virage identitaire, par exemple. Puis que nous, on leur dit, écoutez, là, nous, on est indépendantistes, mais les questions d'inclusion, les questions de justice sociale, les questions d'environnement, les questions de démocratie, pour nous, c'est non négociable. Oui, on est indépendantistes, venez quand même chez nous, puis qui décident de se rallier. Mais je veux dire, on est en train d'élargir le mouvement quand on fait ça. Et notre travail, ensuite, c'est de convaincre ces électeurs-là
de la pertinence puis de l'importance de l'indépendance. Puis c'est ce qu'on fait avec la campagne Nouveau-Québec. On va à la rencontre souvent de nos jeunes électeurs qui sont pas toujours convaincus d'avance de l'indépendance, puis on fait ce travail-là. Puis si tous les partis indépendantistes font ce travail-là, je rappelle qu'il y a quand même, selon les derniers sondages, un électeur péquiste sur 4 qui n'est pas indépendantiste. Donc si tout le monde fait ce travail-là, dans les derniers sondages, il y a un électeur péquiste sur 4 qui n'est pas indépendantiste. Donc, ça aussi, c'est des électeurs qui se rangent derrière le PQ malgré qu'ils ne soient pas indépendantistes. Tu me diras, les proportions ne sont pas les mêmes que chez vous. C'est vrai, je ne le nie pas. Je vais juste dire, si tout le monde parle à son électorat pour les convaincre de la pertinence de ce projet-là... Est-ce que tu as la même statistique pour QS? Il y a combien d'électeurs QL? Les chiffres changent, là, mais des fois, ça va jusqu'à même... Des fois, c'est moitié-moitié, mais je ne sais pas. C'est plus que le PQ. Oui, c'est plus que le PQ. Oui. Je le nie pas. OK. Si on est sur cet axe-là que je te parlais tantôt, on a l'axe gauche-droite. Ça m'amène à ma dernière question sur cet aspect-là. On fait juste on l'a fait tourner on fait une rotation de 90 degrés. Est-ce que QS est prêt à se retrouver et à collaborer, à se retrouver sur la même scène et à collaborer avec tous les partis indépendantistes lors d'un référendum éventuel, lors d'une campagne pour un référendum? Moi, je suis un indépendantiste. S'il y a un référendum, je vais voter oui, peu importe. Mais prêt à aller peu importe qui déclenche sur le référendum. Avec Paul Saint-Pierre Plamondon, par exemple. Est-ce qu'il y a... Faire la promotion de l'indépendance. Après ça, les questions Ben, je veux dire, moi, j'ai déjà participé à plein d'activités avec d'autres partis indépendantistes, dont le Parti québécois. Je m'empêche. C'est déjà des choses qu'on fait, notamment dans le cadre des Oui Québec. En transpartisan. Il n'y a pas d'enjeu de partager une scène, là, mais pour ce qui est des relations entre les deux partis, là, est-ce qu'il y aura des collaborations ou pas? Ça, c'est des questions qui vont se trancher dans les prochaines années entre les membres des différents partis. Mais on va se dire la vérité. En ce moment, il n'y a aucun appétit au Parti québécois sur toute forme de collaboration avec Québec solidaire. Je sens à peu près la même chose à Québec solidaire. Je sens assez peu d'appétit à l'interne pour des collaborations avec le Parti québécois. Ça ne nous empêche pas, une fois de temps en temps, d'être d'accord et de travailler ensemble. Sur l'alimentation scolaire, on en parlait tantôt, dans des événements indépendantistes organisés par le Oui Québec, sur certaines questions environnementales, par exemple. Quand on est d'accord, on travaille ensemble. Quand on n'est pas d'accord, on débat. Merci beaucoup, Gabriel. Ça m'a fait plaisir. C'était vraiment intéressant. Je pense que je t'ai posé beaucoup de questions que les gens se posent. On cherche à comprendre un peu, démystifier un peu tout le discours autour des contradictions. On le voit, là, c'est complexe, là, cette espèce de paysage politique-là. Je pense que ça a contribué à nous éclairer un peu plus aujourd'hui. Merci. Ça m'a fait plaisir. Donc, merci aussi à vous à la maison d'avoir été présents. J'ai fait 62 promotions sur différents épisodes aujourd'hui. Fait que je vais en ajouter une. Vous le savez, sont où nos épisodes? Allez les écouter. C'est encore tout disponible. Ça fait 7 ans que ça existe, les engagés publics. On est sur YouTube, on est sur Facebook, on est sur Instagram, on est sur SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts. On est aussi sur des plateformes québécoises. On est à Cube. Donc, on est distribué à Cube. On est aussi en direct à Cube les week-ends. Et aussi, on est à la télévision de Cube les samedis matins et les dimanche après-midi. Donc, j'ai pas vraiment... Si vous cherchez à nous écouter, vous ne manquerez pas d'endroit. C'est Denis Martel qui est au micro. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute et on se retrouve pour un prochain épisode.